nous avons prévu d'intervenir chacun un petit moment pour donner un éclairage un peu particulier sur cette nouvelle perspective qui s'ouvre avec ce séminaire. Et j'avais envie, moi, d'insister un petit peu sur les implications anthropologiques, finalement, de cette perspective. Et dire que, au fond, depuis que nous travaillons ensemble sur ces problématiques de gouvernance, il nous est apparu progressivement que les modes de gouvernance que nous voyons se déployer avaient chacun des implications ou des présupposés ou des prémices anthropologiques forts. D'une certaine manière, c'est comme si chaque mode de gouvernance était associé à une certaine vision de la société et de l'homme. Vision qui pouvait être dynamique ou statique selon les cas. Voilà. Alors, ce qui émerge finalement, quand on essaye de se dire par rapport à ces trois modes que nous avons identifiés ici, ce qui émerge, c'est d'abord la notion de collectif qui est partagée à la fois par la perspective, je dirais, du marché, ou la perspective de l'État, avec peut-être voilà. Avec peut-être une caractéristique spécifique dans le cas du marché, c'est que, au fond, la notion de marché n'entraîne pas forcément l'idée d'un tiers acteur, c'est-à-dire que la coordination s'opère par les interactions entre les intérêts particuliers qui s'agencent selon des mécanismes qui restent relativement, je dirais, émergents, avec la notion de main invisible du marché, tandis que du côté de l'État, on voit plutôt, à travers la notion d'intérêt général, une sorte de principe supérieur au parti qui émerge avec l'idée, au fond, d'une forme d'intervention qui va aller chercher donc l'intérêt général qui, lui, plane d'une certaine manière au-dessus des intérêts particuliers, voire même dans certaines conceptions, comme celle du Conseil d'État, va même s'opposer aux intérêts particuliers. Voilà. Donc, ceci, évidemment, ces deux conceptions partagent, on va dire, ni la vision républicaine, ni la vision libérale ne font de la coordination des actions collectives sur l'idée d'un dessein commun aux individus concernés. Voilà. Donc, d'ailleurs, la notion de collectif elle-même vient de colligérer, c'est-à-dire lier ensemble, mis ensemble, un peu comme un fagot, un peu comme une botte d'asperges. C'est plus de saison, parce que je reviens des Landes, mais une botte d'asperges qui serait liée par un principe qui est extérieur aux acteurs. Alors, c'est très différent évidemment de la notion de commun, qui, elle, se fonde sur l'idée, en tout cas, parce qu'elle est très polysémique, la notion de commun, mais en tout cas, on peut y trouver, notamment dans la théorie des communs, l'idée, je dirais, des acteurs qui, au fond, dépassent une situation d'interdépendance vis-à-vis d'une ressource commune par la construction finalement de règles qui président à leur vivre ensemble et qui leur permettent à la fois de prendre en charge, je dirais, cette ressource qui peut être vulnérable, qui n'est pas nécessairement, qui est souvent renouvelable, mais pas forcément, je dirais, qui n'est pas toujours pérenne. Elle est pérenne sous l'action de l'homme. En tout cas, ce commun, finalement, et on peut le voir d'ailleurs dans ce séminaire autour de cette table, on a eu des présentations sur des communs qui se sont formés autour de pêcheries, par exemple en Provence. On voit bien que ce qui caractérise ces communs, c'est à la fois la prise en charge du vivre ensemble dans une communauté et l'articulation de ce vivre ensemble avec cette ressource et la qualité de cette ressource. Bon, ça va donner des principes comme tous les fils de pêcheurs ne pourront pas devenir patrons de pêche. Parce que si tout le monde fait ça, il n'y aura plus de ressources côtières. Cette côtière, ça va donner des prescriptions qui vont être décidées ensemble dans ce groupe à partir de mécanismes qui sont inhérents aux formes de commun qui ont été choisies par ce groupe, mais ça va donner des prescriptions techniques sur la taille des filets, etc., mais aussi des règles d'équité entre les différents groupes qui forment ce groupe de pêcheurs. Donc il n'y a pas de dissociation dans la prise en charge, on va dire, de la cohésion sociale, des valeurs qui président de vérité, de solidarité, d'équité, qui président au fond à la cohésion et à la résilience de ce groupe. Et il n'y a pas de dissociation entre ça et des mesures techniques sur la taille du crochet qu'on va utiliser en septembre, qui va permettre de laisser passer les petits poulpes qui sont ceux qu'on aura l'année prochaine. Voilà. Bon.
Donc ça c'est très important parce que d'une certaine manière, là on voit que l'anthropologie qui est derrière le commun nous place face à des personnes qui ont une certaine capacité motrice vis-à-vis de leur vivre ensemble, leur capacité à faire société, leur désir de faire société. Et donc c'est donc une vision anthropologique assez différente. Et encore derrière, si vous voulez, là j'ai parlé du collectif et du commun, et évidemment sur le plan de l'homme, on voit bien que là encore nous avons une vision de l'homme qui peut être assez différente selon les cas de figure, soit d'un homme qui serait au fond à une sorte de donnée, une sorte de monade autonome et rationnelle, qui conduirait sa vie dans une très grande autonomie, dans une forme d'individualisme, dans lequel des accords pourraient être passés avec d'autres au cas par cas, mais qui serait, j'allais dire, autoportant, ou au contraire, dans une vision un peu socialisante, serait un peu plutôt un produit de son histoire, de sa société, et d'une certaine manière suivrait le mouvement, voilà. Ou au contraire, et là on trouve des formes d'anthropologie comme celles qui ont été proposées par le philosophe John Dewey, qui nous propose une vision, là je reprends les termes de Joël Zask, repose sur l'anthropologie sur laquelle repose la démocratie participative chez Dewey, est différente, plus crédible et empiriquement confirmée, bien qu'elle ne se soit pas imposée. L'homme n'est ni un réceptacle vide, ni une substance constituée par avance, il n'est ni vide, ni plein, ni déterminé, ni inconditionné, il est ce qu'il retient personnellement de sa participation sociale. L'individuation est un processus temporel qui suppose une véritable interaction entre l'individuel et le social. Voilà. Donc, à partir de là, nous voyons effectivement ici un individu qui n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques et qui se déploie de manière dynamique et dans lequel finalement l'interaction sociale ne constitue pas pour lui d'abord une gêne, mais précisément le processus à travers lequel il va se développer. Voilà. Donc, petite question qui, au fond, s'impose à nous ici, par rapport à ce cercle, d'une certaine manière, c'est de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette question, finalement? Le fait qu'on a le sentiment que, finalement, dans des visions très néolibérales, par exemple, on a le sentiment que, finalement, le reflet, le donné qui nous est donné de ce que la société semble s'imposer, une société d'individus, une société individualiste, ou au contraire, une visée socialisante. Mais voilà, en fait, se pose pour nous la question de l'articulation et cet aller-retour qui est, au fond, que chaque mode tend à imposer une certaine vision. Voilà. Et que par rapport à ça, nous avons évidemment une réalité, des données, on va dire, empiriques, des travaux anthropologiques qui nous disent des choses sur l'homme, sur l'histoire de l'homme, sur la réalité présente de l'homme. Et donc, que faisons-nous finalement de cette articulation? Dans nos questions de recherche, nous avons cette idée d'essayer de prendre en compte à la fois, je dirais, la flèche, enfin, dans une logique, on va dire, centrifuge, ce qu'impose une certaine vision de l'homme, et en même temps ce que tend à imposer certains modes de coordination des hommes. Voilà. Le deuxième point que je voulais évoquer brièvement, qui est plutôt à l'intérieur de ce cercle, qui est l'articulation, ce que nous avons appelé finalement personnes et milieux, ou bien des milieux et bien des personnes. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que dans notre travail sur la question des risques, nous avons progressivement identifié que les modes de coordination, on va dire, en vigueur, à travers, on va dire, sur la question des risques, par exemple, sur la question de l'environnement, tendent à, on va dire, guider les hommes dans une prise en compte par exemple, de l'écologie, de l'environnement, des risques, par des formes, on va dire, qui leur sont extérieures, c'est-à-dire de guidage normatif ou incitatif. C'est-à-dire qu'ils n'entrent pas, là, dans ces formes de coordination, l'idée que ça pourrait être quelque chose qui vient du désir même de ces personnes. C'est plutôt de l'extérieur que s'impose, finalement, ce dispositif normatif. Alors, bon, on a l'impression qu'on est coincé là-dedans, qu'il n'y a pas de limite à cette espèce d'hubris qui se développe, qui fait que, au fond, des individus livrés à eux-mêmes ne peuvent que taper dans la source de plus en plus, et il faut cette espèce de chape dont on voit bien qu'elle est confrontée à toutes sortes de limites aujourd'hui, je ne développerai pas, mais
tout simplement des limites d'efficacité, de coût, de mise en œuvre, d'opérationnalité. Et donc, on est à la recherche de quelque chose d'alternatif, quelque chose qui soit par exemple, dans la perspective de la transition écologique, une écologie qui ne soit pas une écologie malgré l'homme, une écologie avec l'homme, ou même pour l'homme. Voilà. Mais ça veut dire que nous devons être à même d'essayer d'imaginer, de construire un rapport bienveillant entre humains et non humains, entre nature et culture. Et là, je fais une toute petite incursion dans des travaux anthropologiques que j'ai découverts relativement récemment, que je trouve littéralement passionnants, qui sont notamment les travaux d'Escola et les travaux de Haudricourt, mais simplement pour dire que dans son travail, Descola décrit donc ces populations amazoniennes, et notamment cette tribu des Achuars, et c'est tout à fait frappant de voir que finalement cette culture s'est construite sur des bases ontologiques qui sont très différentes des nôtres, et notamment n'entraîne pas une coupure. Enfin, il n'y a pas de monopole de l'intériorité chez les Achuars, c'est-à-dire que les plantes, les animaux, les arbres, les humains ont tous une intériorité, et en même temps, il n'y a pas de coupure entre l'homme et entre l'humain et le non-humain. Alors ça va donner des choses très intéressantes, par exemple, à partir du moment où, grosso modo, toutes les choses vont être prises en charge à travers deux classes qui sont ce qu'il appelle les affins, c'est-à-dire, grosso modo, des personnes qui ne sont pas... Non, je vais commencer par les consanguins, c'est-à-dire vraiment les très proches, et d'autre part, les affins, c'est-à-dire ceux avec lesquels on a des affinités, le beau-frère, par exemple, mais aussi le marcassin. Voilà. Donc, ça va donner, par exemple, sur les plantes du jardin, il y a l'idée que ces plantes du jardin font partie des consanguins. Donc, évidemment, la façon de traiter ces consanguins, elle est tout à fait différente d'un mode, on va dire, productif. Ça veut dire que... et c'est même à tel point qu'un mauvais rêve qui va se traduire par le fait qu'une personne va avoir un cauchemar, quelqu'un qui se plaint d'être empoisonné, va faire une enquête et va découvrir que finalement cet empoisonnement est lié à deux plantes dont une dégage un poison qui ont été plantées trop près. Et donc c'est celle qui se trouve empoisonnée qui se plaint à travers un visage humain dans les rêves de la personne. Mais en même temps, vous voyez, par rapport aux autres, les marcassins, les arbres, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi. C'est comme avec les beaux-frères, il y a quand même des règles du jeu. On est obligé de faire. Voilà. Je ne vais pas assez vite. Je vais trop vite. Oui. Ouais, je vais trop vite. Je vais pas assez vite. Oui. Voilà. Les deux. Alors, juste pour faire le lien, parce que ça paraît un peu exotique ce que je raconte, mais André-Georges Haudricourt, lui, il fait état de schèmes transversaux qui apparaissent de façon transversale à toutes les cultures qu'il a étudiées. Il parle, et ce qui s'applique aussi bien, par exemple, aux plantes qu'aux systèmes politiques. Il parle des systèmes qui établissent des rapports directs positifs, que lui qualifie de marqués par la violence, c'est-à-dire d'intervention sur la culture, et toute notre, on va dire que lui classifie notre culture européenne, et notamment la céréaliculture dans ce schème-là, mais aussi notre système politique qui, avec l'image du roi berger, qui intervient, qui coupe, qui taille, qui remet les choses en place, qui intervient directement. Et il fait une distinction entre ça et ce qu'il appelle le mode indirect négatif, c'est-à-dire où il ne s'agit pas d'intervenir en direct, mais il s'agit de créer des conditions favorables au développement des humains et non-humains. Alors ça va donner, par exemple, dans une culture mélanésienne, une amitié respectueuse vis-à-vis de la plante, voilà, et qui fait qu'on va créer des conditions favorables. Et d'un point de vue politique, ça va donner des systèmes plutôt confucéens, c'est-à-dire on crée un contexte favorable dans lequel les personnes se déploient. C'est donc un autre mode, mais on voit bien que là, il semble y avoir des liens très étroits entre la façon dont je m'occupe des choses et nos systèmes politiques, et la façon dont je traite les autres humains. Autrement dit, si je traite les non-humains d'une certaine façon, très vite ça va se répercuter sur les humains. Voilà. Donc, je voulais simplement dire que, au fond, dans notre recherche finalement d'une alternative à ce mode de traitement, on va dire direct, positif, de l'intervention écologique dont je parlais tout à l'heure, par la norme, par l'encadrement normatif, on cherche quelque chose d'autre, et là, ça suppose qu'on revienne sur finalement les questions ontologiques. Et moi, j'ai eu la surprise de travailler avec des agriculteurs en Martinique qui m'ont expliqué, par exemple, qu'eux ne voulaient pas qu'on les appelle des exploitants. Étant de culture amérindienne, ils se voient comme faisant partie
de la nature, et donc leur jardin, pour eux, c'est une partie, ils ne veulent pas être des exploitants de leur jardin. Ils disent qu'ils cultivent leur jardin pour nourrir un peuple, transmettre le jardin à leurs enfants, mais ils ont une autre vision finalement. Donc ça veut dire qu'il y a bien un moment, il faudra essayer de toucher à cette question et d'ouvrir la voie vers quelque chose de différent. Et je cite juste pour conclure Descola qui dit « Il n'existe pas un monde qui serait une totalité autosuffisante et déjà constituée et en attente de représentation selon différents points de vue, mais plutôt une diversité de processus de mondiation, c'est-à-dire d'actualisation de la myriade de qualités, de phénomènes, de relations qui peuvent être objectivés ou non par les humains selon la manière dont les différents types de filtres ontologiques dont ils sont dotés leur permettent de discriminer entre ceux que leur environnement proche ou lointain offre à leur perception directe ou indirecte. » Donc voilà, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en mettant effectivement au centre cette articulation milieu-personne, il nous semblait qu'il y avait une voie ouverte pour pouvoir introduire une certaine réflexivité sur les formes ontologiques qui nous caractérisent, qui sont d'ailleurs qualifiées par Descola de formes, il appelle ça naturaliste, dans les 4 grands modes qu'il a dégagés finalement de l'analyse de toutes les cultures humaines. Nous sommes un mode qui est fortement caractérisé par le monopole de l'intériorité et la coupure clairement entre humain et non humain. Voilà. Donc réouvrir ça, ça suppose de revenir à l'homme, ça suppose de revenir à la construction culturelle. Donc quelque part, ça veut dire qu'il faut arriver à se dégager au fond des formes imposées que rabattent sur l'homme finalement les systèmes de gestion qui sont les nôtres aujourd'hui.